Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Vous le savez, à Bruxelles comme dans d'autres villes, de nombreux réfugiés ukrainiens sont accueillis par des citoyens. Comment cela se passe-t-il au quotidien? On en parle avec des personnes hébergeuses et aussi avec Damien Carême, député européen français qui revient d'Ukraine et de Pologne. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et d'abord je vous présente Marion Goubet. Merci d'être avec nous. Vous êtes une Française de Bruxelles, vous habitez à Boisfort et vous avez accueilli pendant quelques semaines 2 réfugiées ukrainiennes, une mère et sa fille de 16 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ça a été quoi le déclic? Au début de la guerre, en fait, on a réalisé qu'il fallait aider. On s'est senti vraiment très concernés parce que mon partenaire est polonais et a beaucoup d'amis ukrainiens. Il travaille aussi beaucoup avec l'Ukraine. Donc certains de ses collègues sont restés coincés là-bas. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose, agir. Et du coup, un ami à lui faisait des allers-retours entre la Belgique et l'Ukraine en ramenant des gens. Donc on a proposé notre maison pour les héberger. Et vous avez dû arrêter cet hébergement, mais pas par choix, pour des raisons administratives. Oui, voilà. Pour les domiciliés, il fallait qu'on soit propriétaire. Ça aurait été plus facile. Du coup, on n'était pas propriétaire. Donc, on a trouvé une autre famille pour permettre cela. Alors, Maxime Biermet, vous êtes journaliste au Soir et vous avez publié récemment un article sur les joies et difficultés d'être hébergeur. En bref, on pourrait dire quel enthousiasme, mais pas facile quand même au quotidien. Oui, c'est ça. Mais je pense que beaucoup de Belges ont été, et d'ailleurs pas qu'en Belgique, un peu partout en Europe, ont été portés par l'émotion des images du début de la guerre. Ils ont ouvert leurs portes très facilement à tous ces réfugiés ukrainiens qui ont débarqué ces dernières semaines. Et alors, évidemment, après les quelques premiers jours, ils se sont retrouvés face à plein de difficultés, finalement souvent de la vie quotidienne, et des difficultés qui sont assez surmontables. Parce que même si j'ai écrit un article sur les difficultés, j'ai très vite précisé dès le début que ça ne les empêche pas de vouloir continuer l'expérience. D'ailleurs, ici, il y a eu des difficultés, mais ce n'était pas le but d'arrêter parce que ça se passait mal. Souvent, en fait, même quand ça se passe pas parfaitement, on arrive à trouver des solutions parce qu'il y a quand même l'idée de se dire en Ukraine, c'est tellement pire, ce qu'ils ont connu est tellement pire que les 1000 exemples que je pourrais vous donner, si vous voulez, des petits problèmes qu'ils connaissent au quotidien. Allez-y, exemple de quiproquo, par exemple. Alors, des quiproquos, déjà, il y en a énormément avec la langue. Je suppose que vous avez des exemples du Google Translate qui ne traduit pas ce qu'il faut traduire. Par exemple, donnez-moi à boire qui... En fait, elle demandait de l'eau, mais l'hébergeuse comprend qu'elle veut de l'alcool. Enfin, elle dit « oh, de l'alcool ». Et donc, ça, c'est un quiproquo. Et puis, il y a des choses de la vie quotidienne peut-être parfois plus compliquées. Il y a encore beaucoup de Belges qui sont en télétravail. Et quand on se retrouve d'un coup avec une famille, parfois avec des ados qui écoutent leur smartphone avec le volume, on a beau leur dire 10 fois de mettre des écouteurs et ils ne le font pas, ça pèse un petit peu au quotidien. Et puis la cuisine aussi, je ne sais pas, ils cuisinent apparemment beaucoup plus tôt. Nous, on n'a pas eu de soucis. À Qu'est-ce que vous s'adapter à avez eu nous. comme difficulté, vous, Marion Goubet? Parce qu'on se dit, c'est déjà compliqué et difficile d'accueillir un ami pendant un mois, alors quelqu'un qui est étranger, ça ne doit pas être évident quand même. Nous, on a eu de la chance. En fait, on a un appartement qui est juste au-dessus du nôtre, donc un petit peu indépendant. Par contre, on mangeait ensemble tous les soirs. Et j'ai connu ça avec Google Translate. Ce qui était le plus difficile, c'était de faire des blagues. Donc, c'était difficile de créer un lien des fois parce que ça ne traduisait pas bien le ton qu'on voulait mettre. Et c'était un peu fatigant aussi à la fin de la journée de parler avec elles juste à travers Google Translate. Vous parliez de quoi? De la guerre, de ce qu'elles avaient vécu, de leur traumatisme? Justement, pas du tout. Donc tout à l'heure, tu me demandais si je connaissais s'ils ont eu des traumas là-bas. On ne sait pas, parce qu'on a évité de parler de ça. Et on n'a pas osé, en fait. Du coup, on a juste parlé des choses quotidiennes. Donc, comment va la famille? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire demain? C'était assez basique. Mais... Alors, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Isabelle Silva. Elle est coordinatrice à Boisfort et à Oudergem pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, coordinatrice bénévole. Et je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu quelles étaient les difficultés qu'elle observait. Écoutez-la.
Alors moi, dans le rôle que j'ai dans ce groupe, effectivement, je suis contactée par des hébergeurs comme par des hébergés et les problèmes sont différents parce que les attentes sont différentes aussi et les réalités sont différentes. Je pense que les hébergeurs qui ont plus de temps, qui sont plus disponibles à accompagner leurs hébergés dans les démarches, s'en sortent pas trop mal et sont relativement satisfaits de tout. Ceux qui sont moins habitués à gérer les administrations ou même les réseaux sociaux sont un peu plus en retard, en recul. Et puis ça dépend aussi, je pense, de la volonté de leurs hébergés de bouger par eux-mêmes ou de communiquer leurs besoins et leurs nécessités. Donc vous avez vraiment tout type de scénario dans cette crise actuelle. Et les hébergeurs s'engagent quand même à accueillir ces réfugiés pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas évident. Non, c'est vrai. Vous avez des hébergeurs qui se proposent pour ce qu'on appelle l'accueil d'urgence, 1 ou 2 nuits avant un enregistrement auprès de l'Office des étrangers. Vous avez les hébergeurs qui se proposent pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Et on le découvre au fur et à mesure, au jour le jour, voir ce que ça implique. Et c'est vrai, c'est pas, pour certains, c'est tout à fait correct, tout à fait vivable. C'est devenu une deuxième famille et ils le gèrent très bien. Pour d'autres, c'est plus compliqué parce qu'ils s'attendaient à plus d'aide des gouvernements ou des communes ou parce que la lenteur est surprenante pour certains. Certains se retrouvent avec des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas de soutien. Et il y a aujourd'hui une nouvelle vague de ras-le-bol de certains hébergeurs parce que ça devient long et parce qu'il faut trouver un hébergement pérenne pour ces personnes, ce qui ne peut pas être fait à très long terme par les hébergeurs solidaires et volontaires des premiers jours. Est-ce que ces réfugiés cherchent du travail? Est-ce qu'ils cherchent à s'installer en Belgique ou est-ce qu'ils rêvent tous, selon vous, à retourner en Ukraine? De nouveau, vous avez plusieurs cas de figure. Alors, on va être totalement honnête. La première nécessité, c'est d'être hébergé, d'avoir de quoi manger et d'avoir des ressources financières. Donc ça, c'est CPAS, hébergeur. Ils s'inscrivent également chez Acteris pour éventuellement trouver du travail. Soyons honnêtes, tant qu'ils ne parlent pas le français ou le néerlandais, c'est très compliqué. Ou alors ce sont des emplois dans un milieu qui ne leur correspond pas, qui leur est étranger, etc. Certains cherchent effectivement à s'intégrer, à rester. D'autres sont dans l'espoir de rentrer au plus tôt. Vous avez de nouveau les deux cas de figure. On a parfois dit qu'il y avait 2 poids 2 mesures, qu'on accueillait beaucoup plus volontiers les Ukrainiens que les Syriens en 2015. Est-ce que c'est une question qui vous trotte dans la tête à vous aussi, ou est-ce que vous vous dites que c'est un mauvais débat? C'est pas un mauvais débat, je pense que c'est une réalité. Dans ma commune à Watermal-Boisfort, j'étais aussi active à l'époque de l'accueil des Syriens. La réponse du gouvernement était très différente. C'est pas un mauvais débat. Je pense que l'accueil qui est fait aujourd'hui aux Ukrainiens devrait ouvrir la porte à des discussions et à des actions pour l'accueil futur d'autres réfugiés. Une guerre est une guerre, un conflit est un conflit, un exil est un exil. Maintenant, voilà, il y a eu une action européenne différente pour les Ukrainiens, mais pourquoi pas ne pas profiter de cette expérience pour changer certaines choses pour l'accueil, effectivement, des Syriens, des Afghans, des Africains, peu importe en fait. Retour sur notre plateau au Parlement européen. Maxime Bermé, c'est vrai que les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un statut tout à fait particulier, un statut de protection provisoire. Ils peuvent s'installer dans le pays de leur choix au sein des 27. Ils ont accès à des aides sociales, accès à des aides financières également. C'est tout à fait exceptionnel. Et c'est surtout inédit puisque cette directive n'avait jamais été activée jusqu'au cas des Ukrainiens, alors qu'elle existait déjà. Et je pense qu'elle aurait pu être utilisée par le passé pour d'autres exemples qu'on a cités ici. Et oui, donc ça leur permet de décrocher quasiment automatiquement tous les droits auxquels on peut penser en Belgique, à commencer par le CPAS qui va leur permettre de gagner un peu d'argent, enfin de recevoir un peu d'argent. Ils peuvent aussi avoir accès, ouvrir un compte en banque très très facilement, alors que c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres réfugiés. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Tous les accès pour le travail, les cours, etc., même leur sont facilités, évidemment. Oui, mais ils ont tous les droits, mais ça ne veut pas dire que c'est quand même facile de trouver un logement, de trouver un boulot. En fait, il faudrait plutôt les comparer avec les Belges. Ils vont être traités comme des Belges qui doivent rendre un dossier au CPAS, attendre que la commune, c'est 1 fois par mois que la commune prend ses décisions sur accorder le CPAS.
Et donc les réfugiés ukrainiens et leurs hébergeurs sont parfois étonnés qu'ils vont à la commune, ils pensent que ça va se faire en un claquement de doigts, mais non, il faut quand même attendre que le dossier soit examiné puis validé par les CPAS. C'est normal, on l'aurait fait pour n'importe quel Belge qui le demande. Donc ça ne va pas aussi vite que ça, même si ça va vite par rapport à un réfugié normal. Ces réfugiés, Marion Goubet, elles attendaient, les deux femmes qui étaient chez vous, elles attendaient que vous les aidiez dans certaines démarches? Oui, je pense. Elles n'ont pas osé le dire au début, mais la barrière de la langue était vraiment problématique pour elles, car elles ne parlaient ni anglais, ni français, ni néerlandais. Donc on s'est proposé directement de les accompagner au CPAS, à la commune, pour les enregistrer. Et je pense que ça a facilité les choses. Et dans leur cas, elles ont obtenu des droits du CPAS, oui, très rapidement. Une indemnité. En revanche, pour le logement, c'est quand même pas évident. Voilà, donc là, on est confronté cette semaine justement à un autre problème qui va nous suivre pendant les prochaines semaines, c'est de leur trouver un logement. Et là, il y a des refus parce que les gens ont peur qu'elles n'ont pas de revenus, donc ça, c'est un problème. Aussi, elles ont des animaux, donc ça aussi, c'est un autre problème. Souvent, c'est utilisé peut-être comme une raison pour dire non, alors qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Et la plupart souhaitent des logements et des contrats à courte durée, 1 an, parce qu'elles espèrent retourner éventuellement en Ukraine. Et ça refroidit des propriétaires, évidemment. Voilà, donc dans mon cas, elles sont prêtes à 1 an, alors qu'il y a beaucoup qui 1 an, ça paraît trop encore pour beaucoup. Mais il est difficile de trouver un contrat d'1 an sur Bruxelles. Ouais. Ouais. Alors, Maxime Birmet, j'ai entendu dire qu'il était question de créer une espèce de Tinder pour les réfugiés à Bruxelles. Alors, Tinder, site de rencontres rapides, mais de quoi s'agit-il en l'occurrence? Alors, donc en fait, il faut savoir qu'au niveau fédéral en Belgique, il y a un outil... Ne faites pas peur, c'est un truc sérieux. Si, c'est un truc très sérieux. Enfin, j'espère, on ne l'a pas encore vu, donc je ne l'ai pas encore vu moi-même. Mais il y a déjà le Housing Tool au niveau fédéral en Belgique qui permet de placer les gens, peut-être chez vous notamment. Mais ça, les communes ne savent pas qui elles vont recevoir, quand, comment, c'est un peu du bricolage. Et donc, la Wallonie, elle a déjà sa propre plateforme qui est son Tinder, si on veut, où les gens peuvent dire j'ai de la place pour 2 Ukrainiens et un chien, par exemple, qui date des inondations, en fait, parce qu'il y a eu les inondations l'été dernier, où ils avaient mis en place une plateforme pour héberger les sinistrés des inondations en Wallonie. Et donc Bruxelles n'avait pas ce type de plateforme et elle sera lancée le 1er juin, j'ai appris aujourd'hui. Donc ils sont en train de faire, dans 3 communes, ils sont en train de la tester pour le moment. Ça a l'air de plutôt bien se passer. L'avantage de cette plateforme, de ce Tinder, c'est qu'il sera à chaque fois géré directement par la commune et le CPAS. Donc si un habitant de Watermal-Boisfort, c'est ça, veut proposer son logement, il va le proposer sur cette plateforme et il sait que c'est le CPAS de Watermal-Boisfort qui va être son point de contact et pas un organisme fédéral très éloigné de lui qui pourra facilement être en relation avec le coordinateur ou la coordinatrice locale, comme la personne, je crois, qu'on a vue tout à l'heure. Et donc c'est ça le but, c'est vraiment d'être au plus près entre l'hébergeur, la commune et les hébergés. Alors, on va rejoindre à présent en duplex Damien Carême, qui est député européen français dans le groupe des Verts. Damien Carême, vous revenez d'Ukraine et également de Pologne, de Varsovie. Comment ça se passe, l'accueil des réfugiés en Pologne ? Bonjour. En fait, dans les différentes parties, que ce soit à Lviv où j'étais en Ukraine ou que ce soit à Varsovie où nous sommes allés, sont beaucoup les collectivités locales, les villes et les citoyens qui organisent cet accueil de millions de personnes qui sont arrivées en Pologne, mais aussi les millions de déplacés qui partent de l'est de l'Ukraine où il y a les zones de combat vers l'ouest de l'Ukraine parce qu'ils ne veulent pas quitter leur pays. Et là, on voit que ce sont les villes qui sont en première ligne avec les citoyens, les hébergeurs solidaires, comme on les appelle, qui ont accueilli ces millions de personnes. Ce que j'ai pu constater, notamment en Pologne, c'est que la ville de Varsovie que nous avons rencontrée, des élus de la ville de Varsovie et des membres du cabinet du maire de Varsovie nous disaient qu'ils n'avaient pas vu trace d'argent pour l'instant du gouvernement polonais, donc il va falloir qu'on s'inquiète des millions d'euros que l'on donne à la Pologne pour accueillir dignement ces personnes-là. Mais j'y allais aussi pour voir comment soulager ces villes de cet accueil de millions de personnes. Il y a un moment, les installations saturent, la capacité des citoyens est arrivée au bout, donc c'est de voir s'il y avait des passerelles à construire entre des villes françaises, des villes polonaises, des villes ukrainiennes. À Lviv, par exemple, une ville de 700 000 habitants, il y a 300 000 déplacés ukrainiens qui sont là et vraiment ils sont au bout du bout. Il faut les aider parce que les Ukrainiens qui sont là ne veulent pas partir. Il faut les aider à pouvoir accueillir ces personnes dans des bonnes conditions. Alors vous dites que la solidarité vient essentiellement des citoyens, mais la Pologne a quand même ouvert ses portes d'une manière tout à fait inédite.
Oui, c'est vrai. La Pologne a ouvert les portes, mais la Pologne aujourd'hui ne demande pas de relocalisation. C'est une stratégie politique parce qu'elle ne veut pas être mise à contribution quand il y a des exilés qui viendront, des réfugiés qui viendront d'autres parties du monde, que ce soit le conflit afghan, que ce soit de Syrie ou d'ailleurs. Elle ne veut pas être mise à contribution. Vous savez qu'elle n'accueille pas ces personnes, ces êtres humains d'autres régions. Elle le fait avec les Ukrainiens qui sont leurs frères, j'allais dire, c'est la frontière d'à côté. Ça fait longtemps qu'il y a des habitudes, des liaisons entre la Pologne et l'Ukraine. Ils parlent pratiquement la même langue, ils se comprennent bien en tout cas. C'est un peu, voilà. Et c'est vrai que ce sont les communes et les habitants, les citoyennes et les citoyens polonais qui accueillent chez eux. Et parfois, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre de la part de bénévoles, ça a des conséquences lourdes pour certaines personnes. Vous savez, il y a eu des villes en Ukraine où il y a eu des actes de barbarie commis par les soldats russes, et notamment, je vais vous donner cet exemple qui est assez atroce, d'une fille de 15 ans qui a été violée par 3 soldats russes, qui a été transférée en Pologne. Cette jeune fille est enceinte. Et elle ne peut pas aujourd'hui se faire avorter parce que la Pologne a voté il y a une loi sur l'anti-avortement. Voilà, il faut faire quelque chose pour cette jeune fille qui est aujourd'hui en Pologne. Voilà les conséquences dramatiques aussi auxquelles on doit faire face dans ces périodes de guerre. Damien Carême, vous avez créé en France une association des villes accueillantes, mais qu'est-ce que vous avez observé sur place en Pologne, ces réfugiés ukrainiens? Est-ce qu'ils rêvent de venir dans d'autres pays européens ou est-ce qu'ils ont envie de rester en Pologne? Alors la plupart d'entre eux souhaitent rester en Pologne parce qu'ils ont envie de rentrer le plus tôt possible chez eux. Ils sont bien conscients que ce n'est pas possible, ça dépend de quelle région ils arrivent en Ukraine, mais il y en a qui arrivent de l'Est et donc c'est de l'Est de l'Ukraine et donc c'est impossible aujourd'hui, ce sont des zones de combat, c'est impossible qu'ils puissent rentrer aujourd'hui, mais ils ne veulent pas partir trop loin parce qu'ils ont peur de s'éloigner. Voilà. Il y a certaines personnes qui accepteraient d'être relocalisées dans d'autres pays européens, mais il y a la barrière de la langue qui fait beaucoup. C'est une question prioritaire qui arrive chez ces réfugiés-là, c'est de savoir comment on va se faire comprendre, comment on va comprendre ce qui arrive. Donc il y a la barrière de la langue, ils ne connaissent pas bien les autres pays, donc ils ne savent pas où ils vont arriver quand on leur dit qu'on va les amener, je ne sais pas, à Clermont-Ferrand, à Lyon ou ailleurs. Ils ne localisent pas les collectivités quand il s'agit de villes françaises. Ils ne savent pas pour combien de temps ils vont partir, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir, à quoi ils auront droit. Voilà, c'est plein de questions que les réfugiés posent quand on leur pose la question. Mais quand même, dans la grande partie, dans la grande majorité, la très large majorité d'entre eux, ils souhaitent rester le plus près possible de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a déjà à peu près, nous disait le gouverneur militaire de la région de Lviv, il y a à peu près 1 million d'Ukrainiens qui étaient partis en Pologne et qui sont revenus en Ukraine. On voit bien que voilà, ils sont très pressés de rentrer chez eux. Et voilà, on ne sait pas ce que les semaines à venir vont donner sur le conflit, mais c'est la réalité qu'on a pu voir sur le terrain. Damien Carême, vous restez avec nous. Maxime Biermet, c'est quelque chose que vous avez observé également. Les réfugiés ukrainiens ont envie de rester en Pologne, pour beaucoup en tout cas, et il y en a moins que prévu qui arrivent dans un pays comme la Belgique. Oui, puisqu'on avait chiffré à 200 000 dans le scénario du pire d'ici la fin du mois de juin le nombre de réfugiés ukrainiens qui pourraient arriver jusque chez 120 000 en Flandre. Alors il y avait une 000 sorte d'accord politique, mais qui n'était pas dans le marbre, et qui fait que d'ailleurs ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais oui, effectivement, c'était 60, 30, 10. Oui, voilà, 20 000 à Bruxelles. Oui, c'était 20 000 à Bruxelles. Alors depuis le début de cette semaine-ci, ils ont revu les chiffres à la baisse. Donc maintenant, on parle plutôt de 78 000 maximum. Donc c'est quand même une forte baisse, presque 3 fois moins. Ce qui fait que donc à Bruxelles, on n'a plus du tout 20 000 places à trouver, mais 7 200 si je parle de mémoire. Si je fais mes petits calculs, ce qui fait donc moins. Et donc, est-ce que c'est parce qu'ils restent en Pologne ou qu'ils retournent? Ça, je ne suis pas allé en Pologne pour le vérifier, mais c'est effectivement... Alors, ce qu'il faut dire, donc oui, peut-être moins, mais quand on regarde les chiffres quotidiens des arrivées, il y a eu beaucoup au début quand on a commencé à les enregistrer, mais ça reste un chiffre de 300, 400 personnes qui arrivent chaque jour en Belgique. Et ce chiffre, il est même plutôt à la hausse ces 2 dernières semaines. On est plutôt parfois à 500. Donc le 300 quotidien devient parfois 500, ça fait plus de 1000 personnes par semaine. On va voir jusqu'où on va monter. Donc finalement, ce 78 000 qui reste très haut et peut-être assez réaliste au final. Et dans une ville comme Bruxelles, toujours un déficit au niveau du logement. Oui, bien sûr, une ville où il n'y a pas de logement. Et donc en fait, c'est un défi incroyable. Quand on parle avec les représentants de la région bruxelloise, ils parlent de créer 6 000 logements.
même si ce seront des logements temporaires, ce ne sera pas du grand luxe, mais 6 000 logements, c'est même ce qu'ils n'arrivent pas à faire sur toute une législature de 5 ans à Bruxelles, en y mettant, je l'espère, beaucoup d'efforts. Mais donc, imaginons là ce qu'on veut faire en 3 mois. Marion Goubet, quand vous parliez avec ces 2 réfugiées ukrainiennes qui étaient chez vous, elles parlaient de retourner en Ukraine. C'était un rêve en quelque sorte? Oui, alors je dirais que pendant les 3 premières semaines, elles voulaient rentrer absolument. Elles ont réalisé que la barrière de la langue était vraiment problématique et que la vie était très chère ici. Par contre, ça fait maintenant 1 mois qu'elles pensent faire leur vie ici, sur le long terme. Donc elles s'habituent en quelque sorte. Elles s'habituent, elles commencent à se créer un petit réseau et elles ont vu aussi que l'État belge aidait. Donc le CPAS, l'argent du CPAS a beaucoup aidé aussi à penser voir un futur ici. Elle venait de Kiev, hein, en l'occurrence. De Kiev. Voilà. Ce sera plus difficile de retourner dans une ville comme Mariupol. C'est ça, et puis même beaucoup de gens réalisent que leur appartement est détruit, ou alors ils pensent au niveau professionnel. En fait, mon travail, je ne pourrais de toute façon pas le reprendre dans l'Ukraine de demain qui va devoir se reconstruire. Donc il y en a beaucoup qui vont rester, je pense. On estime qu'en fait, il y a des chiffres sur ça qui existent, on m'en a parlé. Je pense que c'est 40% pour toutes les guerres qui fuient leur pays restent dans le pays dans lequel ils sont allés. Donc on peut estimer que 40% des 78 000 vont rester en Belgique. Le temporaire dure parfois. Oui, souvent apparemment. Alors, on parlait du fait que beaucoup de réfugiés restent en Pologne. Ça va être un véritable problème pour ce pays-là. Il va arriver à saturation quand même. Oui, ce qui est très intéressant et qu'a dit Damien Carrère, c'est que l'argent n'arrive pas en plus. Donc c'est vraiment un vrai sujet sur lequel il faudrait se pencher d'ailleurs très rapidement parce que l'argent promis par l'Europe n'est toujours pas arrivé en Pologne et donc les gens vivent dans des conditions qui ne sont pas faciles. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on assiste à un retour aussi vers l'Ukraine, parce qu'on assiste surtout à des retours de Polonais, enfin d'Ukrainiens qui sont en Pologne, d'Ukrainiens qui sont en Moldavie aussi, parce qu'ils sont dans des mauvaises conditions. Et donc, quand il y a l'appel du maire de Kiev, comme cette semaine, à retourner, ça vise plutôt ces gens-là que les gens qui sont en Belgique. A priori, eux, ils ne vont pas retourner tout de suite, même si ce qu'on voit et ce qu'on entend beaucoup, c'est que il y a pas mal d'allers-retours en fait. Et donc ça aussi, ça fausse les chiffres quand on dit il y a eu 1 million de retours. Il y en a qui sont allés rechercher la grand-mère, il y en a qui sont allés rechercher leur diplôme, il y en a qui sont allés rechercher des affaires. C'est pas si loin l'Ukraine et un aller-retour est possible à Kiev pour aller rechercher. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont de retour pour de bon, évidemment. Les 2 Ukrainiennes que vous abritiez, elles restaient en contact avec leur famille sur place. Comment ça se passait grâce au téléphone. Toute la journée au téléphone avec la mère, le copain, oui. Donc ça, ils ont toujours contact. Alors, on va rejoindre une dernière fois en duplex Damien Carême. Damien Carême, vous êtes allé en Pologne, on l'a dit, mais également en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils disent les Ukrainiens aujourd'hui? Ils disent vive l'Europe, bravo l'Europe, ou on pourrait en faire un petit peu plus? Bien sûr qu'ils disent qu'on pourra en faire plus. Il y a leur adhésion à l'Europe qu'ils demandent tout le temps, mais il y a surtout aussi aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, il y a de la solidarité qui se fait, mais qui ne se fait pas à la hauteur des enjeux et des circonstances qu'ils vivent aujourd'hui. J'ai vu des lieux qui accueillaient des réfugiés, qui ont été mis à disposition des anciennes résidences universitaires qui devaient être abattues, qui ont été réouvertes, mais ça faisait 4 ans qu'elles étaient plus occupées, sans électricité, sans eau, sans toilettes, qui accueillaient 300 personnes. Et il y avait un toilette pour 300 personnes dans ce lieu-là. Donc on n'a pas les conditions dignes. Il faut qu'on les aide aussi matériellement. Il faut là envoyer 300 matelas dans ce centre d'accueil. Ils ont besoin de médicaments qui n'arrivent pas en nombre suffisamment pour venir les aider. Ils ont besoin de prothèses parce qu'il y a des gens qui arrivent de zones touchées et notamment aussi des soldats qui arrivent, qui sont amputés, qui ont besoin de prothèses. Voilà, il y a beaucoup à faire aussi sur le plan matériel, médical, humanitaire, pour leur permettre à ces communes et à ces personnes de vivre correctement dans ces zones qui accueillent des déplacés ukrainiens. Merci Damien Carême. Marion Goubet, est-ce qu'elle parlait d'Europe, ces 2 réfugiés qui étaient chez vous? Est-ce qu'elle parlait du fait que leur pays avait envie d'adhérer à l'Union européenne, ou ce sont des propos qu'elle ne tenait pas nécessairement? Non, elle ne tenait pas de tels propos. Par contre, j'ai su qu'elles auraient aimé habiter en Europe avant. Elles voulaient partir de l'Ukraine, en fait. Donc ça a été aussi une opportunité, en fait, pour rester en Belgique, dans un pays membre de l'Union européenne. Donc je crois qu'elles sont très contentes maintenant, mais avec les conséquences, oui.
Maxime Biermet, de toute façon, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce ne sera pas pour immédiatement. Oh non, pas du tout. Emmanuel Macron l'a encore dit il y a quelques jours, ça va prendre des années, voire des décennies, et il a fait une proposition de nouvelle organisation européenne. Mais on a un peu l'impression que c'est une manière de fermer la porte de l'Union européenne à l'Ukraine, non? Mais il faut être réaliste, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, avec les procédures à l'échelle belge, elles prennent le temps qu'elles prennent. On ne peut pas réinventer toutes les règles, même en faisant des efforts et des bonnes volontés. Les règles restent les règles, on ne peut pas tout réinventer en 2 minutes. Marion Goubet, si vous avez en face de vous une famille qui veut accueillir des Ukrainiens, quels sont les conseils que vous donneriez? Les choses à faire et surtout à ne pas faire? Alors, d'être prêt à les héberger sur la longueur, parce que je pense qu'on a tous sous-estimé le temps pour lequel ils resteraient chez nous. Donc, au moins 2 mois minimum pour faire toutes les démarches à la commune, mais il est possible qu'elles restent 3 à 4 mois. Donc, l'idéal, c'est d'ouvrir les portes pour 6 mois, mais ça, certaines familles ne peuvent pas. Après, voilà, prendre un peu de temps aussi sur son temps de travail pour les aider avec les papiers administratifs. Ça, il faut prendre en compte que ça va être le cas parce que la plupart des gens veulent les aider quand on est à table avec eux tous les soirs. Bien sûr, on veut aussi les aider à faire leurs papiers si elles ne connaissent pas la langue. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, le temps personnel et le temps d'hébergement qui est sous-estimé. Même question à Maxime Biermet, les grands conseils que vous donneriez à une famille qui veut accueillir? Oui, se préparer au fait que ça pourrait durer très longtemps, même s'il y a encore beaucoup d'offres. Donc, si on se rend compte après quelques temps que ça ne va pas, ils ne seront pas à la rue, il y a encore assez d'offres. Mais c'est vrai que théoriquement, il faut se projeter parfois même sur 18 mois. Hein, c'est le maximum si on fait une sorte de convention qui permet un défraiement, etc. Donc oui, je pense qu'il faut pouvoir se projeter sur le long terme. Et être prêt à soit vraiment vivre en colocation si on ne peut pas, si on n'a pas un espace, parce que là l'exemple ici est un des très bons exemples où ils ont leur propre appartement, leur propre endroit, mais quand on vit vraiment tous ensemble, là c'est très compliqué. Quand on veut se lancer, il faut qu'ils puissent avoir leur endroit à eux, je pense. Surtout que de ce qu'on m'a dit et de ce que les Ukrainiens m'ont dit, c'est important pour eux de ne pas déranger, surtout de ne pas donner l'impression qu'on dérange. Et ils savent évidemment qu'ils dérangent, entre guillemets, puisqu'ils s'invitent dans la vie de personnes. Mais donc évidemment, s'ils n'ont pas leur espace, c'est pas possible de respecter ça et ça peut faire un petit clash des cultures. Ça a été leur souci principal. En effet, j'ai remarqué avec nos invités, elles avaient vraiment un souci de ne pas déranger. Et ça, je l'ai vu avec leurs amis aussi, c'était vraiment un gros problème pour elles. Elles ne voulaient pas venir si on ne les invitait pas. Elle ne voulait pas déranger. Marion Goubet et Maxime Biermet, merci de vous être arrêtés à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.